entre les scientifiques, à la fois face aux politiques, et puis le pouvoir citoyen entre les deux. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est certain que ça m'a donné à réfléchir quand c'était écrit « La science est une chose trop sérieuse pour être entre les mains des scientifiques ». En fait, la science, elle n'est pas entre les mains des scientifiques, elle est entre les mains des politiques. La science, c'est neutre. C'est des capacités de faire des choses. Ces choses-là, qui décide de les faire, ce ne sont pas les scientifiques. Donc je défends un peu la cause des scientifiques dans ce contexte, mais ceci dit, je crois que c'est effectivement très important que les gens prennent conscience de leurs responsabilités, du fait que ce qui se passe, ce qui peut arriver, ce qui peut se passer, sont des choses qui intéressent tout le monde. Et on le voit en particulier dans le contexte du transhumanisme dont on parle souvent, l'homme augmenté, la possibilité d'augmenter ses fonctions. Et souvent, on me demande ce que j'en pense. Je dis à peu près ceci. Il y a 400 000 ans, les humains ont inventé le feu. Le feu, c'est bien. Avec le feu, vous pouvez vous chauffer. Avec le feu, vous pouvez mettre le feu à la maison de votre voisin. Vous voyez, c'est qui décide. La science, c'est des capacités qui, au cours des siècles, ont augmenté. Aujourd'hui, on est devenu d'une puissance fantastique, au point dont on nous parle de ces modifications du cerveau. Moi, je pense que ça, il y a une chose pour laquelle c'est bien, c'est les infirmes, les handicapés, les gens qui ont une pauvre santé ou qui ont des problèmes. Si on peut les guérir, c'est formidable. Mais aussi, on peut en faire le pire. Donc là, point important pour moi, c'est qui a le pouvoir et qui décide. L'avenir de la vie sur la Terre. Bien sûr, personne ne connaît l'avenir. Mais nous connaissons des choses quant aux menaces qui pèsent sur l'avenir. Et je dirais qu'une donnée importante aujourd'hui, c'est d'essayer de regrouper les informations que nous recevons. Nous recevons des informations qui sont très positives, souvent. Nous recevons aussi des informations qui sont très négatives. Et on est un peu dans l'embarras quand on se demande est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien, où allons-nous, est-ce que les choses s'améliorent ou si elles se détériorent. Eh bien, je voudrais commencer avec la diapositive suivante. C'est vous là-haut qui changez. Voilà. Je vous raconte deux histoires. Deux histoires, une belle histoire et une moins belle histoire. Ça va permettre en tout cas de se faire une idée d'ensemble qu'il sont importants de se réconcilier. Qu'il est important de réconcilier, pardon. Et ce que je vais dire, la belle histoire, commence par vous la raconter. La belle histoire, elle commence il y a 15 milliards d'années. La suivante, s'il vous plaît. Il y a 14 milliards d'années, c'est notre histoire. C'est comment nous en sommes venus à exister ici, nous les humains. C'est ça que la science nous rend compte. L'être humain est une merveille, ça il faut se le dire. C'est une merveille extraordinaire, sans nom, avec des pouvoirs fantastiques. Mais comment chacun d'entre nous, bien sûr, je parle de chacun d'entre nous, quel est notre passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos pour que nous soyons ici aujourd'hui avec notre intelligence, avec notre gros cerveau? Eh bien, ça, c'est une des bonnes nouvelles de la science, c'est qu'aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses sur l'importance de ce qui s'est passé avant notre arrivée et qui nous a meublés, qui nous a modulés. En particulier, le rôle des étoiles. Nous savons que les étoiles ont joué un rôle fondamental dans notre existence. Les atomes dont nous sommes faits ont été fabriqués par des étoiles. Nous savons aussi que ces étoiles elles-mêmes doivent leur naissance à des collisions de galaxies il y a plusieurs milliards d'années. Et nous savons que la planète, sur la Terre, s'est développée tous ces mouvements d'évolution de la vie à partir des amphibiens, des poissons, des amphibiens, des mammifères, des homos, chacun d'entre nous. Nous avons des informations intéressantes sur comment nous en sommes arrivés à être ici aujourd'hui. Un événement particulièrement important qui nous permet de relier notre histoire à celle du cosmos s'est passé vers l'an
1925. Suivante, s'il vous plaît. Je vois ça. Ah, voilà, je peux les changer moi-même, ça c'est très bien. Voilà. Voilà, en 1925, un monsieur qui s'appelle Edwin Hubble, qui a donné son nom au télescope spatial, accède à un vraiment gros télescope. Il va pouvoir observer le ciel comme personne ne l'a observé jusque-là, et il va faire deux découvertes fondamentales. La première découverte, il va découvrir que l'univers, c'est très grand. L'univers, c'est très grand. L'univers est fait de ce qu'on appelle des galaxies. La prochaine image, vous allez voir une image de galaxie. Voilà. C'est quoi une galaxie, si vous n'êtes pas familier? C'est un ensemble d'étoiles qui contient au moins 100 milliards d'étoiles comme le Soleil. Et ces galaxies sont un peu comme les briques qui constituent l'univers. L'univers est constitué d'un grand nombre de galaxies. Et là, je vais vous montrer un document récent. De quoi ça a l'air l'univers dans ses plus grandes dimensions? Bien, vous allez voir ce document qui va vous donner une idée. C'est ceci. Ça, ce n'est pas un ciel étoilé. C'est un ciel dans lequel chaque point, chaque petite tache est une galaxie plus ou moins semblable à celle que vous avez vue auparavant. L'univers est fait de au moins 100 milliards de galaxies, plusieurs centaines de milliards de galaxies, contenant chacune plusieurs centaines de milliards d'étoiles comme le Soleil. Ça, c'est ce que Hubble a découvert, alors que depuis longtemps, les humains connaissaient bien sûr le ciel, les étoiles, les planètes, la Lune, tout ça. Et tout d'un coup, l'univers prend une dimension absolument gigantesque grâce à cette observation. Une question se pose maintenant dont nous n'avons pas la réponse. Combien y a-t-il de galaxies dans l'univers? Ce que nous savons, c'est que nous ne voyons qu'une petite partie de l'univers, celle qui est accessible à nos instruments. Nous ne voyons pas au-delà de cela, un peu comme quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez beaucoup d'eau, mais vous n'en concluez pas que l'eau s'arrête à l'horizon. Vous savez qu'il y a de l'eau plus loin. De la même façon, nous savons qu'il y a des galaxies au-delà, mais combien y en a-t-il? La version la plus vraisemblable, mais non pas vraiment prouvée, c'est que l'univers est infini. L'univers est probablement, mais pas certainement infini. Ça veut dire quoi, un univers infini? Ça veut dire que le nombre de galaxies est infini. Comment c'est possible? Il ne peut pas être infini. L'univers, il est ce qu'il est. Il se moque absolument de ce que nous pensons de lui ou nous ne pensons pas de lui. Il est ce qu'il est. Et le devoir des scientifiques, c'est de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé dans cet univers. Alors, le second élément important aujourd'hui, seconde découverte de M. Hubble, c'est l'univers a une histoire. Comment on a découvert ça? Toujours grâce à Hubble. Vous voyez, c'est une date importante, 1925 en Californie, dans son télescope. Hubble a l'idée, bon, il observe des galaxies, il en observe beaucoup, il a une idée, c'est, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mesurer leur distance et leur vitesse. Il peut dire si les galaxies s'approchent ou s'éloignent, et il s'attend à quoi? Il s'attend à ce qu'il y en a qui s'approchent, il y en a qui s'éloignent, que ce soit un mouvement aléatoire. C'est pas ça qu'il découvre. Ce qu'il découvre, c'est la chose la plus stupéfiante qu'on puisse imaginer, c'est que les galaxies ont un mouvement très particulier, tellement particulier que lui-même n'y croira pas et qu'il va... Attendez, je vous donne celui-ci. Voilà. Voilà une représentation graphique de ce que Hubble trouve. Imaginez l'œil de M. Hubble dans le centre. Chaque petit point est une galaxie. Chaque flèche est une vitesse. Regardez bien, vous voyez que toutes les galaxies s'éloignent de nous et s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. C'est ça qu'il a découvert, que l'univers est en expansion. C'est ça que ça veut dire quand on parle de l'expansion de l'univers. Ça veut dire que l'univers, toutes les galaxies s'éloignent
et qu'il y a un mouvement global de l'univers. N'en concluez pas que nous sommes le centre de l'univers. L'univers n'a pas de centre et toute personne sur toute autre galaxie verrait exactement la même chose. Mais ça, c'est l'élément fondamental. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, les galaxies étaient plus proches et à l'avenir, elles seront plus loin. C'est absolument en contradiction avec ce que Aristote avait affirmé 2000 ans plus tôt, qui disait que l'univers est inchangeant, immuable, que rien ne change dans l'univers. Hubble montre que non, il a faux, tout faux sur ce plan. Il y a du changement dans l'univers et ce changement se traduit par la phrase « l'univers a une histoire ». Avoir une histoire, ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. Si rien change, on n'a pas d'histoire. Eh bien, voilà les deux informations que Hubble nous a apportées sur notre univers. C'est notre univers est gigantesque, peut-être infini, et de plus qu'il a une histoire, c'est-à-dire qu'il a un âge, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours existé. On date aujourd'hui l'âge de l'univers à peu près 14 milliards d'années. Vous ne me demandez pas ce qu'il y avait avant, je n'en sais rien. C'est là la limite de la science contemporaine. Notre univers a 14 milliards d'années et on ne sait même pas s'il y avait du temps avant. Parce que quand on dit avant, on suppose qu'il y avait du temps. Mais ça, c'est une hypothèse, rien n'est moins sûr. Ça fait partie de ces grands mystères que nous avons encore dans l'univers. Alors, l'univers a une histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tâche des scientifiques, ça va être de reconstituer cette histoire. Ça va être d'essayer de comprendre au travers des observations quelle est cette histoire, qu'est-ce qui arrive dans l'univers. Et ça, nous avons, nous les scientifiques, deux moyens totalement différents mais très importants. Le premier, c'est d'abord par l'astronomie et aussi par la physique. Pourquoi? Parce que la physique, ce sont les lois qui gouvernent le mouvement de l'univers. Donc, si on connaît les lois qui gouvernent la matière, on peut reconstituer cette histoire. Et ça se fait avec quoi? Ben, avec des accélérateurs, que ce soit ici à Orsay ou à Genève, qui est plus connu, le grand accélérateur LHC, celui qui a découvert le boson de Higgs. Grâce à l'action combinée de ces deux sciences, aujourd'hui, on peut assez bien reconstituer. Il reste encore beaucoup de points non compris, c'est sûr, mais nous progressons rapidement dans cette idée qui est quelle est l'histoire de l'univers. Et pour constituer cette histoire, nous avons été, et par la biologie, bien sûr, nous avons été très chanceux que la mère nature, mettez des guillemets quand je dis nature, la bonne mère nature a été très gentille avec les astrophysiciens. Maintenant, nous allons parler d'un événement qui s'est passé en 1965, ça fait pas longtemps. Ça se passe à New York, à la NASA. Moi, à cette période, je travaillais, c'était la préparation de la lancée des satellites pour rivaliser avec les Russes. Et à un moment donné, les Américains réussissent à envoyer quelques satellites, mais rapidement, un problème se pose. Dès que les satellites sont au-delà de l'horizon, on les perd. Il n'y a pas moyen de garder le contact avec les satellites quand ils sont au-delà de l'horizon. Donc la NASA engage les ingénieurs de la Bell Telephone en leur disant « Trouvez-nous la meilleure longueur d'onde avec laquelle nous puissions entrer en contact avec nos satellites et qu'on puisse continuer à les suivre partout dans leur trajet. » Donc ces deux personnes, monsieur, je vais vous montrer tout à l'heure leur photo, ces personnes vont essayer différentes choses, vont arriver, voilà, M. Penzias et M. Wilson, c'est en 1965. Alors, avec un appareil un peu de briques et de broc, parce que c'est un radiotélescope tout à fait amateur, mais ils réussissent à trouver ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire à garder le contact avec les satellites. Ça marche bien, ça marche très bien, ça marche trop bien. Pourquoi? Parce que même quand il n'y a pas de satellite dans le ciel, le télescope continue à enregistrer des signaux, une espèce de friture
comme vous avez quand vous êtes sur votre poste de radio, que vous êtes à côté des postes classiques, un bruit qui est là jour et nuit et pendant une année complète. Les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un tel qui est en train de se raser à l'étage au-dessus? Non, et puis il ne se rase pas 24 heures par jour. Est-ce que c'est les Américains qui ont encore une arme secrète? Ils vont à Washington, il n'y a rien de cela. Ce signal est toute la journée, pendant un an, et dans toutes les directions. Et là, on arrive à la conclusion, là je ne pourrais pas vous rentrer dans les détails pendant un certain temps, c'est que ce signal, il n'est pas émis par une source, que ce soit un soleil ou une étoile ou des choses comme ça, il est émis par l'ensemble de l'univers. C'est l'ensemble de l'univers, c'est dans l'ensemble de l'univers que ce rayonnement est répandu. Donc, en fait, on arrive à la conclusion que ce bruit, il est... Alors, je vous montre ce que... Voici la conclusion à laquelle on est arrivé. Ce qu'une personne qui aurait été présente peu après le Big Bang, pas tout à fait au Big Bang, 14 milliards d'années moins epsilon, ce qu'une personne qui aurait été présente à cette période, en regardant le ciel, aurait vu. C'est ça. Les couleurs sont des fausses couleurs. Les couleurs sont là pour pouvoir mieux voir le contraste. Mais le contraste que vous voyez là, voilà une image de ce qu'était le cosmos peu de temps après le Big Bang. Évidemment, ce document est un document qui a une importance capitale. Aujourd'hui, des quantités de gens travaillent dessus. On le mesure avec des satellites qu'on envoie dans l'espace. La dernière version, qui s'appelle l'image de Planck, nous est devenue il y a quelques années. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça nous apprend, ça, sur le cosmos. Qu'est-ce que ça nous apprend de voir que le cosmos de cette période, il avait cette image. Et là aussi, je vais vous passer les détails, je vais essayer de vous le dire. Et pour vous le dire, je vais commencer par décrire le cosmos d'aujourd'hui. Notre cosmos d'aujourd'hui est un univers extrêmement organisé, et peuplé de structures de très grandes dimensions, de toutes dimensions. Dans les plus grandes dimensions, il y a les galaxies, comme vous avez vu tout à l'heure, que la lumière met 100 000 ans à traverser à 300 000 km par seconde. Et par échelle descendante, il y a les étoiles, des bleus, des jaunes, des rouges. On continue en descendant, on arrive aux planètes, la Terre, Mercure, Vénus, etc. Et on continue, on arrive sur la Terre, plus de 10 millions d'espèces animales, végétales et animales. On continue, on passe des baleines jusqu'aux microbes, et ensuite on arrive aux molécules géantes, l'ADN qui forme notre génome, et ensuite les molécules simples, l'eau, le gaz carbonique, le méthane, l'ammoniac, et puis on arrive au niveau des atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène, tout le tableau de Mendeleïev, de l'hydrogène jusqu'à l'uranium. On continue, on arrive au niveau des protons et des neutrons qui constituent le noyau de l'atome, et on continue, on arrive au niveau des quarks, qui sont les constituants des protons et des neutrons. Ça veut dire que, en résumé, notre univers est peuplé d'une quantité gigantesque de structures, d'organismes, de systèmes, de complexité variable, dont en particulier notre cerveau, qui est peut-être la structure la plus complexe qui existe dans l'univers. En tout cas, chez nous, on ne sait pas si ailleurs il y a autre chose, mais chez nous, on sait que c'est la structure la plus complexe, celle qui vous permet de venir à des conférences d'astronomie, celle qui nous permet d'échanger entre nous. C'est vraisemblablement, à notre connaissance, le chef-d'œuvre de la nature au point de vue structure. Eh bien, toutes ces structures qui existent à ce moment-là et qui existent maintenant, ce que nous apprend cette image qui est là, c'est au début de l'univers, il n'y a aucune structure, aucune galaxie, aucune étoile, aucune planète, aucun animal ou végétal, aucune molécule géante, même pas de molécules simples, même pas d'atomes de carbone, d'azote et d'oxygène. Il n'y a que
ce qu'on se représente comme un immense magma porté à des milliards de degrés, totalement désorganisé. Voilà ce que on peut dire, le message de cette image, c'est ça. Ça nous permet maintenant, c'est un document fondamental pour reconstituer l'histoire du cosmos. Bien sûr, puisqu'on a une image initiale, si on peut dire, la plus vieille, un chaos, un magma incandescent à des milliards de degrés, dans lequel tout ce qui se trouve, ce sont ce qu'on appelle des particules élémentaires, c'est-à-dire des électrons, des photons, des quarks. Et l'histoire de l'univers, c'est évidemment l'histoire de comment on est passé de cet état initial complètement instructuré jusqu'à l'état présent extrêmement structuré à toutes les dimensions. Donc voilà l'élément, je dirais, fondamental de l'histoire de l'univers. L'histoire de l'univers, on peut la raconter comme l'histoire de la matière qui s'organise. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 14 milliards d'années pour que cette matière complètement instructurée se structure progressivement en allant jusque, pour nous, le chef-d'œuvre, notre cerveau. C'est-à-dire, c'est notre histoire maintenant que l'astronomie, que les sciences racontent. C'est comment, quels sont les antécédents, quelles sont l'infrastructure de notre existence sur la Terre et de l'existence, surtout, de notre... Alors voilà, l'univers contemporain est richement organisé. La pyramide de la complexité, là vous avez ce qu'on part du plus simple, avec les protons, les noyaux, les atomes, les molécules, les cellules, les organismes. L'histoire de l'univers, c'est comment, au cours des âges, à des périodes que l'on connaît maintenant assez bien, on peut dire c'est le moment où sont apparus les premiers quarks, les premiers protons, les premiers neutrons. On fait une chronologie assez incomplète, naturellement, mais qui est tout à fait valable pour décrire ce passé de l'univers. L'univers le plus ancien est sans structure, l'histoire de la matière qui s'organise. C'est ça, en peu de mots, l'histoire de l'univers. Je vais vous montrer quelques documents intéressants pour savoir où, dans quel lieu les choses se sont produites. Ça, c'est un peu notre pedigree, si on peut dire. C'est quels sont les lieux qui ont été occupés, dans lesquels se sont joués des éléments qui ont contribué d'une façon majeure à notre existence. Alors, je commence avec celui-ci, que je trouve particulièrement impressionnant. Ce que vous voyez là, c'est une collision de deux galaxies. Deux galaxies entrent en collision. Les galaxies, ce sont en haut et en bas, vous voyez deux parties blanches, c'est le centre des deux galaxies. Les deux galaxies s'interpénètrent. Une collision de galaxies, c'est pas comme une collision de boules de billard, ça fait pas de toc. C'est comme des nuages qui s'interpénètrent. Et la compression de la matière dans ces nuages vont avoir un effet très important, c'est la formation, ils vont engendrer des quantités prodigieuses d'étoiles géantes bleues. Alors vous voyez tout ce qui est bleu autour, mais ce sont des étoiles géantes bleues qui sont nées par cette collision. C'est une des façons de la naissance des étoiles. Elles naissent quand les galaxies entrent en collision. Or, nous savons maintenant que ces étoiles géantes bleues sont des étoiles qui, comme toutes les étoiles, non, par terre, s'il vous plaît, sont des étoiles qui fabriquent des éléments. Elles sont dans le centre très chaud de ces étoiles, où il fait des centaines de millions de degrés, il y a des réactions nucléaires qui produisent les atomes, en particulier le carbone, l'azote et l'oxygène, qui sont les éléments qui forment notre corps, en particulier de l'oxygène. Or, sachant que notre corps humain est composé à 60% d'oxygène, voilà une seconde étape de notre fabrication. C'est dans ces collisions de galaxies que se forment ces géantes bleues qui ensuite vont former l'oxygène tout au long des milliards d'années. Ces oxygènes ensuite vont intégrer dans la matière qui va donner naissance à la vie. Et donc, c'est une autre étape importante. Et voici maintenant une autre étape importante. Alors non, je vais passer. On va maintenant parler des étoiles. Encore des hauts lieux de notre passé.
c'est les étoiles, la formation des étoiles. Cette image, c'est une image où vous voyez des étoiles en train de naître. Ce grand cigare sombre en bas, c'est une nébuleuse qui se trouve, on en voit même à l'œil nu dans la Voie lactée par les belles nuits d'été. C'est une nébuleuse qui est en train de s'effondrer sur elle-même. Une nébuleuse, c'est pas solide, donc ça ne résiste pas à l'attraction gravitationnelle. Cette attraction a pour effet de créer des étoiles qui vont se former, se réchauffer et briller. Et vous voyez, si vous imaginez un cigare, vous voyez au bout du cigare de nouvelles étoiles. Vous avez là devant vous véritablement un accouchement d'étoiles. Vous voyez des étoiles qui ont été formées dans cette espèce de placenta opaque, c'est des analogies bien sûr, mais qui commencent à briller, qui vont commencer leur existence et qui vont ensuite se déplacer dans l'espace. C'est ce qui s'est passé il y a 4 milliards 500 millions d'années, quand notre Soleil est né comme l'une de ces étoiles, quelque part dans la Voie lactée. Donc voilà des images de la naissance des étoiles. Je vais vous montrer des images de la vie des étoiles, en particulier. Pardon, je vais vous montrer des images de la mort des étoiles. Voilà comment les étoiles meurent. Les étoiles, tout au long de leur vie, fabriquent des atomes par des réactions nucléaires. Ces réactions nucléaires dégagent de l'énergie et c'est ce qui permet aux étoiles de briller. C'est le rôle de notre Soleil, justement, qui lui a à peu près 4 milliards 500 millions d'années, qui est à peu près à la moitié de sa vie, qui brille, vous le savez, et qui transforme son hydrogène en hélium, c'est-à-dire qui crée de nouveaux atomes. À la fin de leur vie, les étoiles qui ont épuisé leur source d'énergie meurent. Un des modes les plus dramatiques de la mort des étoiles, c'est une explosion comme celle-là. Cette image, cette explosion, vient d'une étoile qui a explosé le matin du 4 juillet 1054. Elle a été observée par des astronomes chinois qui étaient des gens très soigneux et qui notaient dans leurs chroniques le lieu où les étoiles en question apparaissaient. Ce qui s'est passé le matin du 4 juillet 1054, c'est qu'une nouvelle étoile est apparue dans le ciel, mais très brillante. Plus brillante que la pleine lune. Vraiment, elle était visible le jour, visible la nuit. Elle a duré en faiblissant progressivement, et puis après 1 an ou 2, elle est disparue le jour et disparue la nuit, et on n'en a plus parlé. Sauf que, grâce à ces astronomes, à leur chronique, nous avons des cartes du ciel nous montrant où ils l'ont vue. Donc, on a pris nos grands télescopes qui nous permettent de récupérer ces images, et voilà ce qu'on a observé. Et vous voyez cette explosion gigantesque qui est visible d'un bout à l'autre de l'univers. Les couleurs, pour les astronomes, ce sont la signature des atomes. Ce que vous voyez un peu brunâtre en bas, c'est de l'oxygène. C'est ça l'oxygène que nous retrouvons dans notre corps. Le vert, c'est de l'azote et de l'hydrogène. Le bleu, c'est des rayonnements qu'on appelle synchrotrons, c'est pas la même chose. Mais là, vous voyez exactement des hauts lieux de où se sont formés ces atomes dont nous sommes constitués. Vous voyez, c'est intéressant. Ça nous permet de retrouver notre propre histoire. L'histoire de l'univers, c'est aussi notre histoire. On peut dire que les scientifiques, quand ils ont compris que l'univers a une histoire, ils ont changé de métier, ils se sont dit, il faut devenir des historiens. C'est le rôle des historiens, reconstituer le passé. Et ils se sont aperçus que l'histoire qu'ils racontent, c'est leur propre histoire. Donc, ça s'appelle des autobiographes. Les scientifiques d'aujourd'hui sont des autobiographes. Ce sont ceux qui nous permettent de comprendre le passé de l'univers. La suite se passe sur la Terre. La Terre évolue, permet l'apparition de la vie. Ça, c'est encore très mystérieux, mais c'est un fait. La preuve, c'est que nous sommes là. La vie apparaît, se complexifie, devient de plus en plus... Et progressivement, arrive un événement. Alors là, c'est un peu plus spéculatif, je dois vous le dire. Nous savons que quand la Terre apparut, elle est à 1000 degrés.
C'est une boule de lave incandescente, certainement stérile. Il n'y a pas de vie possible à 1000 degrés. Nous savons que 200-300 millions d'années après, l'eau, la planète s'est refroidie, l'eau s'est condensée. Voilà, vous la voyez, la mer est bleue. Et dans cette mer bleue foisonnent des quantités fantastiques de petits êtres vivants. Il s'est passé ceci, qu'en quelques centaines de millions d'années, la matière inerte s'est transformée en matière vivante. Comment ça s'est passé? On ne sait pas très bien. Il y a beaucoup de scénarios, qui est la preuve qu'on ne sait pas, mais il y en a un qui est assez populaire. Moi, je le trouve assez intéressant, mais je crois qu'il est loin d'être prouvé. C'est celui-là. Là, nous sommes au fond de l'océan. Au fond de l'océan, à quelques kilomètres sous l'eau, là où on pensait qu'il n'y avait pas de vie, parce que vous êtes dans l'obscurité totale, la lumière du soleil ne passe pas, on a découvert effectivement qu'il y a des volcans. Ces volcans dégagent des quantités fantastiques de matière, de gaz carbonique, de gaz surtout sulfureux. Et la grande surprise, c'est que là où on était convaincu qu'il n'y avait pas de vie, ah, attendez, je les ai mélangés. Ah merde. Bon, c'est tant pis. Tant pis. Je vous ai présenté cette image pour vous montrer une belle image d'un être humain, l'intelligence que vous voyez dans ses yeux. C'est donc peut-être leur chef-d'œuvre de la structuration. Alors, je reviens. Nous sommes composés, notre corps humain est composé, en dernière analyse, de quarks et d'électrons. Et le nombre de quarks et d'électrons qu'il y a dans votre corps, c'est à peu près ceci. 1 avec 29 zéros. Ça varie avec votre poids, mais pas beaucoup. Ça tourne autour de ça. 1 avec 29 zéros, 10 puissance 29 pour les initiés. Et maintenant, je vais vous proposer un petit exercice qui est le suivant. Je vais vous proposer de fermer les yeux et de dire « J'existe. J'existe, je suis dans l'univers, je suis à une conférence d'astronomie. » Vous venez de faire une des prouesses les plus extrêmes, les plus formidables qui ait jamais été faite dans l'univers. Pour arriver à prendre cette prouesse, il a fallu qu'en 14 milliards d'années, 10 puissance 29 quarks et électrons s'associent dans des structures de plus en plus complexes qui ont passé par les galaxies, par les étoiles, par les planètes, etc. Et vous êtes arrivé à cette capacité, ce simple fait de pouvoir dire « j'existe ». Les particules qui composent notre corps, les quarks, les électrons, existaient déjà dans le Big Bang, mais dans un état totalement différent. Elles étaient totalement dissociées, elles se baladaient dans l'espace un peu comme des boules de billard sur une table de billard, rien de très excitant. Et puis est entrée toute cette structuration grâce à l'existence des forces de la nature, la gravité, la force électromagnétique, les forces nucléaires, chacune à leur tour joue un rôle et nous amène à de la matière de plus en plus structurée, de plus en plus efficace, de plus en plus capable de faire des choses, de plus en plus capable de faire des choses merveilleuses, comme simplement de dire « j'existe ». Voilà la belle histoire. La belle histoire, c'est ça. C'est notre histoire, c'est comment nous en sommes arrivés à exister aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le passé du cosmos qui nous a amenés à être ici aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une très belle histoire, et ça, nous la devons à la science. Les gens souvent critiquent la science, il y a des raisons de critiquer la science et la technologie, bien sûr, mais il faut aussi retenir les éléments importants et positifs. Et l'élément le plus important et le plus positif, chacun doit son opinion sur cette question, mais c'est notre existence. Alors, après ceci, on va être obligé de passer maintenant à la moins belle histoire, parce que malheureusement, dans la vie, on ne peut pas se contenter de conter des belles histoires. Il faut aussi raconter les moins belles histoires, et celle qui va commencer commence maintenant. La moins belle histoire, elle est beaucoup plus récente. En général, on donne 7 millions d'années, mais c'est un peu flou. C'est-à-dire, par terre, s'il vous plaît. Mets-le par terre. Merci. La moins belle histoire, c'est ce qui s'est passé il y a à peu près 7 millions d'années. Il s'est passé quelque chose de fabuleux que personne ne comprend vraiment, mais qui est ceci.
Un animal a acquis une forme supérieure d'intelligence. Qui est cet animal? Vous le connaissez tous. C'est lui. Ben oui, c'est notre ancêtre, hein, faut pas se nier. Cet animal, pour des raisons que personne ne comprend, ni personne ne sait comment ça s'est passé, tout d'un coup, en peu de temps, quand on dit peu de temps, ça veut dire quelques millions d'années, mais quand même, peu de temps à l'échelle astronomique, cet animal a acquis une puissance fantastique. Son intelligence, infiniment supérieure. Pas une espèce animale n'existe avec l'ombre d'une capacité de pensée abstraite. Quand on parle d'intelligence, ici, on pense à la pensée abstraite qui est en mesure de faire la théorie de la relativité d'Einstein, vous le savez bien. Eh bien, ce qui s'est passé, donc, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais on sait que ça nous a permis de survivre. Pourquoi? Parce que, à cette époque, la vie était très difficile. La vie, en confrontation avec les forces de la nature et les forces animales, c'était manger et ne pas être mangé. Et les êtres humains sont très mal nantis sur ce plan. Ils ne courent pas vite, ils n'ont pas de grandes dents, ils ne volent pas, ils n'ont pas de carapace comme les tortues, ils n'ont pas de venin comme les serpents. Ils sont vraiment mal nantis pour se défendre. Heureusement, la mère nature, mettez des guillemets, leur a fait un cadeau. Elle leur a dit, voilà, vous êtes bien mal nantis, mais je vais vous faire un cadeau, je vais vous donner une intelligence. Comme ça va vous aider. Eh bien oui, c'est grâce au fait que nos ancêtres ont leur intelligence qu'ils ont pu survivre. Autrement, ils auraient été bouffés par les tigres à dents de sable dont on retrouve maintenant les squelettes. Et là, il va se passer ceci. On va faire une petite méditation sur le rôle de cette intelligence dans la destinée humaine. Et en particulier, on va s'intéresser à une séquence intéressante, la séquence des armes. C'est parce que les humains ont été capables de faire des armes qu'ils ont pu se défendre et ne pas être bouffés par les tigres. Eh bien, la séquence des armes, ça commence à peu près comme ceci. Une arme simple, mais quand même utile, qui permet de manger, de tuer des animaux. Puis comme ces êtres humains sont très intelligents, eh bien, ils vont faire des armes plus complexes. Ils vont faire des frondes. Des frondes, c'est bien, vous pouvez attraper des oiseaux dans les arbres, vous pouvez manger, c'est toujours ça l'idée. Et puis, avec le temps, ils vont développer encore leur capacité mentale fantastique. Et ils vont faire des arcs, des flèches, des arbalètes. Et puis, ils vont faire des fusils. Ils vont découvrir la poudre à canon. Ils vont faire des fusils. Et puis, ils vont faire des canons, effectivement. Et puis, ils vont faire des chars d'assaut. Vous voyez, c'est toujours le fruit de l'intelligence humaine. Ils vont faire des bombes atomiques. Et un beau jour, ils vont les faire exploser. Et puis, un jour, ils vont annihiler Nagasaki. Vous voyez, ce qui s'est passé, en peu de mots, avant de vous le dire, je vais vous montrer une autre image. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote qui est particulièrement significative ici. Où étiez-vous le 26 septembre? Vous avez oublié, moi aussi. Mais personne ne sait que ce jour-là, nous avons bien failli disparaître. Et vous avez ici l'image de celui qui nous a sauvés. Monsieur Stanislas Petrov est à Moscou, au quartier général de l'armement, de l'arsenal nucléaire. Il reçoit un message lui disant « Les Américains ont lancé 5 salves nucléaires. Elles seront ici dans 15 minutes. » C'est le temps que ça prend pour les ogives nucléaires pour traverser et rejoindre Moscou. Monsieur Petrov est responsable de cette information et a pour tâche de la communiquer à ceux qui ont le doigt sur les boutons. Petrov ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je n'avais pas envie de déclencher une guerre nucléaire qui aurait pu éliminer l'humanité. Il avait raison parce que c'était une fausse alarme. Mais lui ne le savait pas. Lui a été puni par ses autorités parce qu'il avait désobéi, mais ensuite il a été récompensé, il a eu des médailles de sauveur de l'humanité et tout ça. Mais il faut bien se rendre compte de ce qui s'est passé ce jour-là, qui met en évidence notre fragilité, notre précarité. C'est
c'est grâce à une personne, au jugement d'une personne, M. Petrov, qui s'est dit, j'ai pas envie de faire une guerre nucléaire, que nous sommes encore là. Voilà, ça c'est des événements qu'il faut retenir, il faut en retirer les leçons. Nous sommes très fragiles, très en danger, nous avons failli disparaître, c'est pas la seule fois pendant la guerre froide, on est passé à plusieurs reprises, à Cuba par exemple, à Berlin, il y a eu des moments où on était à peu près sûr que la guerre nucléaire allait exploser. Et la guerre nucléaire, pour vous donner une idée de sa puissance, à cette époque, les Américains avaient développé un terme assez spécial qui s'appelait « the overkill power », la puissance de tuer tout le monde. Cette puissance, en comptant les arsenaux américains, russes, français et autres, atteignait 17 000, ce qui veut dire qu'on était en mesure, ça n'a pas de sens de dire ça parce qu'on ne tue pas une personne plusieurs fois, mais on comprend ce que ça veut dire. Il y avait assez de puissance nucléaire pour tuer tout le monde 17 000 fois. Vous voyez, il faut se répéter ces événements, il faut voir, il faut considérer ce qui s'est passé, il faut considérer qu'à ce moment-là, nous avons bien failli disparaître et que nous sommes en sursis. Et c'est pas si sûr, quand vous regardez ce qui se passe entre la Corée du Nord et M. Trump, on est maintenant inquiet de voir que ces deux personnes apparemment assez irresponsables ont entre les mains la possibilité de nous éliminer. Voilà, ce qui s'est passé, en résumé, c'est que notre intelligence, beau cadeau de la nature, qui nous a sauvés, progressivement son rôle s'est inversé et maintenant elle nous menace. Et elle nous menace de plusieurs façons différentes. Comme on dit, la SNCF, comme dit la SNCF, attention, un train peut en cacher un autre. Le train du nucléaire, aujourd'hui, on n'est plus dans la tension dans laquelle on était dans ces années entre 1950 et 90, mais nous sommes quand même dans une tension par une autre cause qui est tout à fait semblable. Et bien sûr, je parle de la crise écologique, de l'environnement, de la possibilité le problème de notre survie qui se pose aujourd'hui. Alors, bon, je résume un peu. La terreur nucléaire en 90, la guerre froide, the overkill power en 78, l'humanité aurait pu disparaître de la Terre. Il faut se souvenir de cela. L'humanité aurait pu disparaître de la Terre. La première cause possible, c'était la guerre nucléaire. La deuxième, c'est évidemment la crise écologique contemporaine. Et ça, nous le savons, notre influence est à l'échelle de notre planète. C'est toujours la même cause. Nous sommes très, très puissants. Nous créons des éléments qui sont soit des armes, soit des techniques pour couper les forêts plus vite qu'on n'a jamais réussi dans le passé, pour polluer la planète. Si vous pensez que nous sommes capables de réchauffer l'océan, rappelez-vous vos voyages au-dessus de l'Atlantique ou le Pacifique, où vous avez vu que de l'eau, il y en a beaucoup sur la Terre. Maintenant, dites-vous qu'on est en mesure aujourd'hui de réchauffer, ce n'est pas un plat qu'on réchauffe, c'est l'océan tout entier. Nous sommes en train d'acidifier l'océan, nous sommes en train de polluer la planète. Notre puissance est extrême. Être un être humain, c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire, c'est hériter d'une capacité de puissance fantastique qui est bien illustrée par les bombes atomiques et 17 000, par le réchauffement de la planète, le réchauffement de l'océan, l'acidification de l'océan, etc. Eh bien, c'est ça, maintenant. C'est comme si la nature, j'aime bien les langages un petit peu analogiques, mais avec des parenthèses, c'est comme si la nature nous disait, vous étiez vraiment faible, je vous ai aidé, je vous ai donné un cadeau, mais c'est un sacré cadeau, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? La réponse n'est pas écrite dans le ciel. La réponse, c'est nous qui allons la faire. Si nous avions été exterminés pendant la guerre froide, des visiteurs de l'espace qui auraient vu une planète complètement détruite et radioactive se seraient dit, ben, ces gens-là, leur cadeau qu'ils ont eu, c'était un cadeau empoisonné. Ils ont eu raison. L'idée, c'est sommes-nous capables de vivre avec notre puissance? Notre puissance, elle est manifestée
de plusieurs façons différentes. Voici un exemple. Ça, c'est la Terre vue la nuit. Vous reconnaissez le jaune, ce sont les éclairages urbains. Le mauve, ce sont les feux de forêt. Le rouge, les torchères autour des puits de pétrole. Et regardez bien, vous voyez le Japon, avec vos connaissances géographiques, je crois que vous pouvez reconnaître le Japon à droite. Et là, à côté du Japon, vous voyez une grande tache verte. Qu'est-ce que c'est? Qui peut me dire qu'est-ce qui est vert et qui est visible à 400 km? Parce qu'on est en satellite à 400 km. Est-ce que quelqu'un a une idée? Hiroshima, c'est passé depuis longtemps. La mer réchauffée n'émet pas de la lumière verte, en tout cas pas visible à 400 km. Non, la radioactivité n'émet pas de lumière visible, ou très peu, et puis pas visible de là. Alors je vais vous le montrer par l'image suivante. Voilà. C'est de la pêche au lamparo. Oh là là. Les pêches au lamparo, c'est des milliers de bateaux, j'en ai vu beaucoup en Amérique du Sud, des milliers de bateaux qui pêchent du poisson avec une efficacité absolument fulgurante. C'est des pêches où on prend en une nuit autant de poissons qu'on en prenait, je ne sais pas, mais en quelques siècles, il y a quelques centaines d'années. Cette pêche, je l'ai mis pour symboliser un phénomène qui est caractéristique de l'état présent. Aujourd'hui, avec tous nos moyens de pêche super intelligents, parce que nous sommes super intelligents, nous pêchons, tenez-vous bien, 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit naturellement. Vous voyez comment on rencontre là nos limites. Ce qui se passe quand on parle des problèmes d'environnement, quand j'étais étudiant en environnement, on n'en parlait pas, l'écologie, ce n'était pas un mot. Aujourd'hui, pourquoi c'est partout pareil? C'est parce que nous sommes tellement nombreux d'abord, et intelligents ensuite, que nous sommes capables de faire des choses qui nous menacent. Nous prenons 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Nous pouvons augmenter notre efficacité à pêcher. Nous n'avons aucune façon d'augmenter la capacité, le taux de reproduction des poissons, évidemment. C'est là qu'on touche à cette frontière qui existe depuis un peu moins d'un siècle, où notre activité est tellement importante, l'impact est tellement important qu'elle nous menace par ces questions. Si on pêche les poissons 2 fois plus vite qu'ils s'en reproduisent, ça ne sera pas long qu'il n'en restera plus. Il y a le même phénomène par rapport aux terres que l'on stérilise par notre activité, par nos pesticides, par nos engrais. Nous savons que le nombre de terrains cultivables aujourd'hui est en diminution rapide et la population augmente continuellement. Donc là, vous avez un peu l'idée, le centre de l'idée, c'est que nous devons contrôler notre capacité de façon à pouvoir exister. Nous sommes un peu comme, j'aime bien cette comparaison, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il faut que l'éléphant apprenne à vivre dans le magasin de porcelaine sans tout casser. C'est ça notre problème. Vous voyez, par exemple, les influences de la déforestation. C'est au Brésil, le vert, c'est ce qui reste. Le brun, beige, c'est les forêts qu'on a détruites. On coupe des forêts maintenant à une vitesse extrême en Amazonie, au Congo, en Malaisie. C'est là un autre des problèmes que nous rencontrons. Je vous ai mentionné tout à l'heure, en moins d'un siècle, les humains ont tué plus de la moitié des animaux. Vous voyez, nous sommes vraiment une espèce saccageuse. Il faut reconnaître ce que nous sommes. Nous avons aussi de beaux qualités, mais ça, c'est quelque chose d'indéniable. On peut dire en peu de mots, nous menons une guerre contre la nature. Personne ne veut mener une guerre contre la nature. Mais en pratique, quand on se promène avec des pesticides comme ceci, nous menons une guerre contre la nature. Nous détruisons les vers de terre, nous détruisons les abeilles, nous détruisons tous ces éléments qui sont indispensables pour nous. Et nous allons maintenant utiliser les tortues. Aujourd'hui, nous commençons à connaître très bien le passé de la Terre et nous commençons à savoir comment la vie est apparue, comment elle a évolué, et en particulier,
on se dit, par exemple, la question suivante. On se dit, nous sommes en train de réchauffer la planète. On craint d'augmenter de 2 à 3 degrés. Est-ce que dans le passé, il n'y a pas eu des périodes, avant l'apparition des humains, où il y a eu de tels réchauffements? Mais bien sûr, au temps des dinosaures, il faisait 10 degrés de plus. Il n'y avait pas de glace nulle part. Et la température, donc, était 10 degrés de plus. Nous émettons beaucoup de gaz carbonique et nous sommes inquiets du réchauffement par effet de serre. Nous savons qu'il y a 250 millions d'années, il y avait 15 fois plus de gaz carbonique. Évidemment, c'était un effet de serre gigantesque qui a fait ce qu'on appelle des grandes extinctions animales. Donc, dans le passé, il y a eu beaucoup d'espèces sur la Terre. La vie existe depuis 3 milliards d'années. Et 3 milliards d'années, et pendant cette période, énormément d'espèces animales sont apparues, énormément sont disparues. Donc nous pouvons étudier quelles sont les causes qui ont amené ces espèces à disparaître. Et le cas de la tortue, qui n'a pas disparu, justement, va nous renseigner. Attends, je commence avec ceci. Voilà. Les tortues, elles existent depuis 200 millions d'années. Elles sont encore très répandues, elles ne sont pas du tout menacées de destruction, sauf par nous, mais heureusement ça s'améliore un peu sur ce plan. Et les tortues vont nous dire, on va demander aux tortues, on va leur dire, le message, on va leur dire, nous on a 7 millions d'années et nous sommes déjà dans le collimateur de ce qu'on appelle la 6e extinction. Apprenez-nous comment vous avez fait pour survivre 200 millions d'années. Et les tortues nous disent, dans leur langage, il n'y a qu'une façon de vivre, de durer sur la Terre, c'est de vivre en harmonie avec la nature. C'est-à-dire de prendre et de donner, mais de s'intégrer dans un écosystème qui vous permet de durer et de rencontrer des transformations climatologiques ou autres. Sur ce plan, nous sommes nuls. Nous sommes en bas de l'échelle. Nous sommes l'espèce qui vit le plus mal en harmonie avec la nature. Vous avez vu, nous avons détruit beaucoup d'animaux, beaucoup de choses comme ça. Et ça nous dit, le message des tortues nous dit comment nous devons y arriver. Les humains ont environ 3 millions, enfin c'est des discussions de spécialistes. En fait, ça n'arrive pas tout d'un coup, c'est progressif bien sûr, que les humains deviennent intelligents. Ils sont déjà dans le collimateur de la 6e extinction. Le message des tortues. Les espèces qui durent sont celles qui savent vivre en harmonie avec la nature. C'est simple, c'est ça qu'elles nous racontent. Ces espèces qui apprennent à s'intégrer dans un écosystème dans lequel elles donnent et elles prennent, mais elles ne saccagent pas tout comme nous le faisons. Ça repose la question que je vous posais tout à l'heure, l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Alors maintenant, on va faire un peu de science-fiction. Quand elle saccage son environnement, oui. Revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine par un humanisme énergie à toute la nature. Jusqu'ici, on a considéré qu'on était les meilleurs, nous les êtres humains, nous sommes ce qui est important. Les animaux, c'est secondaire, on peut les massacrer, on peut les utiliser. Si nous n'apprenons pas à vivre en harmonie avec les vers de terre, hein, les vers de terre, vous dites qu'est-ce qu'on a à voir avec les vers de terre? Les vers de terre, c'est ceux qui oxygènent le sol, c'est ceux qui donnent la fertilité au sol. Aujourd'hui, un peu partout, avec nos techniques, nous avons dans beaucoup d'endroits détruit les vers de terre à 90%. Il faut vivre en harmonie avec les vers de terre, c'est-à-dire nous en avons besoin comme nous avons besoin des abeilles, comme nous avons besoin des insectes. C'est ça la biodiversité. Ce n'est pas les petites fleurs, les petits insectes, c'est nous avons besoin d'eux. Et si nous n'avons pas leur aide, nous ne survivrons pas. Alors, maintenant, je vais faire un peu de science-fiction. Je vais imaginer une simple anecdote. Imaginons que, pendant la guerre froide, nous soyons disparus. On pourrait dire, est-ce que c'est vraiment grave? Après tout, c'est une simple anecdote. Des millions d'espèces sont apparues, des millions d'espèces sont disparues avant nous, une de plus, une de moins, vue de Sirius, comme on dit, mais même vue de la Lune, ça paraîtrait à peine. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons de
préserver l'humanité. Est-ce que l'humanité a apporté des choses valables qu'elle est la seule à avoir apporté et qui disparaîtraient si nous devions disparaître? Ça, c'est la question que nous allons nous poser. Je vais vous en proposer trois. Trois éléments que nous sommes les seuls à avoir amenés. Le premier, c'est l'art, c'est la culture, c'est la jeune fille à la perle, c'est Mozart, Beethoven, tous vos compositeurs favoris. Si nous disparaissions, il est évident que la vie continuerait, mais que l'art, la culture, tous les grands chefs-d'œuvre disparaîtraient. Vous imaginez bien que les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. Ça, c'est la première chose importante que nous avons amenée et que nous sommes la seule espèce qui les a amenés et que si nous disparissions, ils disparaîtraient aussi. Une deuxième chose, c'est la science. C'est le fait, nous sommes la seule espèce qui a pu déchiffrer les lois de la nature, qui a pu découvrir le passé de l'univers, les théories de la biologie, tout ce que nous avons appris. Aucune espèce animale n'est en mesure de découvrir tout ça. Et tout ça, évidemment, disparaîtrait rapidement. Et ces belles images que nous avons, que personne n'a vues avant que nous construisions des télescopes, ces images disparaîtraient aussi. La vie continuerait, vraisemblablement, mais tout cela serait disparu. Mais le troisième élément, qui me paraît, moi, le plus important, je vais vous le décrire par une petite histoire. Voilà un nid d'oiseaux. Il y a 4 oisillons. 2 sont malades, 2 sont en santé. Les parents nourrissent les oisillons en santé et laissent mourir les oisillons malades. C'est ce que nous disent les biologistes. Quelle est la logique de cela? La logique, telle qu'interprétée par les biologistes, c'est que les oisillons en santé ont plus de chances d'avoir des gènes sains qui vont aider à la poursuite de la lignée. C'est-à-dire, pour la poursuite de la lignée, c'est mieux de préserver les oisillons sains que les oisillons malades qui pourraient aussi avoir des gènes malades. Vous voyez, ça se défend très bien. Maintenant, je refais une autre scène. Voilà une famille humaine. Il y a 2 enfants. Un enfant malade, un enfant en santé. Les parents nourrissent s'occupent de l'enfant malade plus peut-être que de l'enfant en santé. On peut dire, mais ça n'a pas de sens. Il vaudrait mieux soigner l'enfant en santé pour la même raison. Ce qui s'appelle la logistique des gènes, c'est d'essayer de prévoir pour la lignée. Ça n'est pas le cas dans l'humanité. Nous le savons, et aussi chez plusieurs animaux, les animaux les plus complexes ont aussi ces comportements qui s'appellent la compassion. C'est ça qui est l'élément clé. La compassion, c'est ce qui fait que nous souffrons de voir les autres souffrir, que nous ne sommes pas indifférents à la douleur des autres, que nous sommes prêts à nous investir pour les aider. Et c'est ce qui est à la naissance de la Croix-Rouge, Amnesty International, la médecine, les hôpitaux. C'est fondamental dans le comportement humain d'avoir envie d'aider les autres. Comment c'est arrivé dans l'évolution humaine, on ne sait pas très bien. Les darwiniens disent que ce n'est pas du tout en contradiction avec la théorie de Darwin, je le crois aussi, mais c'est un élément fondamental qui fait que nous avons apporté 3 éléments, l'art, la science et la culture, et la compassion, que nous sommes les seuls à pouvoir apporter, qui disparaîtraient, évidemment, si nous devions disparaître. Alors, maintenant, je vais passer au chapitre suivant, que nous appelons aller vers le réveil vert. Le réveil vert, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut parler de cette façon. Ça fait longtemps que les humains se conduisent mal, c'est bien connu, et ça a été beaucoup d'auteurs, d'écrivains ont marqué, ont déploré ce comportement. Même Pythagore lui-même déplore le comportement de ses contemporains vis-à-vis des animaux et tout cela. Pendant très longtemps, on a déploré ces comportements, on l'a reconnu, mais le moment où on a commencé à réagir positivement, c'est-à-dire à faire quelque chose contre
ne pas se contenter de déplorer, mais d'agir. Ça se passe vers 1875, ça se passe quelque part en Californie, et voilà un autre de nos héros que j'aime bien présenter. John Muir, c'est un forestier qui a réussi à d'imposer des législations pour préserver la nature. C'est lui qui est à l'origine en Californie de Sequoia Park, de tous ces grands parcs animaliers. C'est le début du moment où les humains commencent à réagir. Ne se contentent pas de déplorer, mais commencent à réagir. Et lui, avec beaucoup d'autres personnes, ont donné naissance à des quantités d'événements. Ça se passe en Californie. Les premières associations pour la préservation de la nature, les premières législations, les premiers parcs animaliers, Yellowstone, etc. C'est à partir de là que se sont développés tous ces éléments qui ont consisté à réagir contre le comportement des êtres humains. Et je vais vous présenter une autre personne, l'historique. Bon, c'est des grandes conférences où on a commencé à faire des choses, à essayer de réagir. En particulier, Paris 2015, qui est un élément, peut-être un élément capital, c'est un événement historique. C'est la première fois que 194 pays, pratiquement toute la Terre, décident d'un commun accord de faire quelque chose, et reconnaître qu'il y a un problème. Ce problème, c'est le réchauffement climatique, de décider d'interagir, de faire quelque chose pour le résoudre. C'est loin d'être résolu. Mais l'important, c'est que c'est un premier départ fondamental, que l'humanité se mette d'accord. Si chaque pays a son opinion sur ces questions, on va nulle part. Le début, c'est ce qu'on appelle une gouvernance. Gouvernance, ce n'est pas un dictateur qui est le chef, c'est démocratique et participatif. Ça a de la difficulté à se mettre en place. Vous savez que M. Trump s'est mis de côté. Ce n'est pas du tout simple, ça va prendre du temps. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que 194 pays se sont mis d'accord sur un point. Et ce point, c'est qu'il y a un problème, et que ce problème est un problème majeur qu'il faut absolument le résoudre. Alors, une autre personne qui a joué un rôle important dans cette histoire, c'est cette dame, Rachel Carlson. C'est dans les années 1960. Elle écrit un livre qui s'appelle Silent Spring. À cette période, moi je me souviens, j'étais en Amérique, il y avait des moustiques et les avions déversaient du DDT. DDT, c'est ce poison, partout dans le pays. Et elle a écrit ce livre qui disait « Ce DDT tue les moustiques, mais il tue aussi les oiseaux. » Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'avoir un printemps silencieux parce qu'il n'y aura plus d'oiseaux. Elle est allée voir le président Kennedy, elle a réussi à faire des législations et maintenant, on ne déverse plus de DDT, c'est-à-dire tout le contrôle des pesticides qui se produit aujourd'hui, c'est grâce à elle. Un autre un homme important aussi, ça a été le commandant Cousteau. À cette période, le CEA, ici, Saclay, je voyais, quand j'étais à CEA à cette période, je voyais partir des camions qui transportaient des liquides. On ne disait pas ce que c'était, mais j'ai fini par l'apprendre. C'était des éléments radioactifs qu'on allait déverser dans l'océan. C'est lui qui est allé voir De Gaulle, si je me souviens bien, pour faire arrêter ça. Donc c'est important de noter ces héros de nos vies que l'on ne connaît pas, qui sont M. Petrov, comme je vous ai dit, M. Muir, toutes ces personnes. Alors voilà, donc je reviens à ceci. Moi, je suis président d'une association qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Cette association a pour rôle d'essayer de défendre la biodiversité. C'est notre domaine, chaque association a son domaine. Et une de nos activités, c'est de faire du lobbying, c'est-à-dire d'aller en chambre et de défendre les points de vue biologiques, naturels, vis-à-vis des grosses compagnies qui font du lobbying elles-mêmes pour vendre leurs produits, comme le Roundup par exemple ou d'autres. Et nous avons un projet que nous avons développé depuis un certain temps,
Parce que les gens nous demandent souvent, mais qu'est-ce que je peux faire? Tout ça, c'est bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on a un projet qui s'appelle ceci, Oasis Nature. C'est quoi? Ça s'adresse à tous ceux qui possèdent un peu de terrain. Soit un balcon, soit un jardin, soit un grand parc, et qui veulent agir dans ce sens. Alors, ils s'associent à notre mouvement, nous avons un club, et ce club consiste à ce que les personnes décident que puisqu'elles ont la législation sur ce qui se passe dans leur terrain, nous ne pouvons pas grand-chose contre la détérioration de l'Amazone, mais nous pouvons des choses quant à nos propres jardins, à nos propres terrains. Donc vous êtes tous invités à rejoindre ce club si vous avez quelques mètres carrés ou plus, dans lequel vous vous engagez à quoi? Ben, simplement à préserver la nature sur votre terrain, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour essayer que dans ce coin-là, au moins, il n'y ait plus de détérioration de la nature, qu'il n'y ait plus de chasse, par exemple, en tout cas pas de chasse à court ou de chasse destructrice, qu'il n'y ait pas de pesticides, tout ce qui est raisonnable de faire. Et ce club, donc, a un petit journal où les gens s'échangent. Et ça a deux effets positifs. Le premier effet, c'est que chez vous, au moins, la nature va être préservée. Mais le deuxième effet, c'est pour vous, c'est psychologique. C'est de se dire, au moins chez moi, j'ai fait quelque chose, et ça, c'est positif. C'est un aspect de pensée positive qui est global, qui est très intéressant dans ce cadre, parce que quand on dit que c'est foutu, c'est foutu. Aussi longtemps qu'on veut résister, aussi longtemps qu'on décide de faire ce qu'on peut faire, c'est important. Nous avons par exemple des écoles dans le nord de la France où il y a des enfants qui vivent sur des terrains qui étaient très pollués, qui ont réussi à nettoyer ces terrains et à faire des potagers et à faire des fêtes, etc. C'est l'idée d'avoir soi-même l'impression qu'on n'est pas dans ce courant de dépressif, déprimant, morose qu'on trouve un peu partout, mais dans cette impression que, en tout cas, moi, chez moi, je fais ce que je peux. Il y a cette fameuse fable du colibri que vous connaissez peut-être, je crois que vous allez l'entendre à propos de Pierre Rabhi tout à l'heure. La phrase, l'histoire du colibri, c'est une légende indienne. C'est un grand feu dans une île. Il y a des pompiers, il y a des voitures, il y a de l'eau et tout et tout. Et il y a un petit colibri, et le petit colibri, il va dans un ruisseau, il va chercher une goutte d'eau, et il l'amène au-dessus du feu, il la laisse tomber. Ses amis lui disent, mais de quoi t'as l'air avec ta goutte d'eau, mais t'as pas vu l'étendue de l'incendie? Et le colibri dit, ben, je fais ma part. Voilà. Donc je termine là-dessus. Merci. Merci beaucoup Hubert. Je pense qu'effectivement on a appris énormément. Alors c'est vrai que le livre est en signature, donc juste à l'entrée. Donc vous avez à la fois ce livre-ci, Le banc du temps qui passe, qui est en fait... J'aimerais bien que tu m'en parles aussi quand même un petit peu, parce que ce serait bien pour ceux qui n'ont... Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà lu en fait beaucoup de livres d'Hubert, mais ce serait intéressant de voir pourquoi il a sorti quelque chose qui est vraiment très particulier, une pensée à la fois scientifique, mais j'ai envie de dire très poétique, voilà, très intime et très profonde. Et puis donc bande dessinée sur la biodiversité, pareil, qui s'adresse à des plus jeunes, mais qui a aussi une vertu de transmission et de passeur. Et voilà, la volonté effectivement de pouvoir communiquer avec les plus jeunes, et ce qui paraît essentiel. D'accord. Alors, on va passer à une période de questions. Vous pouvez aussi, pas nécessairement poser des questions, si vous avez des commentaires à faire, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est intéressant aussi que tout le monde participe aux réflexions, en faire une sorte de forum dans lequel on échange des idées. Alors, première question.